Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre présence aujourd'hui. Nous allons débuter ce webinaire qui est enregistré et qui sera disponible sur le site en replay AFDN et Nestlé NutriPro. L'AFDN et Nestlé NutriPro ont le plaisir aujourd'hui de vous proposer ce cinquième webinaire de la série consacrée à l'alimentation durable, qui est une thématique dont vous avez souhaité avoir des informations fiables et d'actualité. Et vous pouvez d'ores et déjà retrouver les anciens webinaires sur le site AFDN et Nestlé NutriPro dédiés aux professionnels de santé. Aujourd'hui, nous allons donc aborder plus spécifiquement les fibres, éléments essentiels d'une alimentation plus végétale, avec trois interventions. La première par Pascale Ebel, directrice associée du cabinet d'études Seaways et spécialiste des consommations alimentaires, sur la tendance des consommations alimentaires, quels vecteurs et freins impactent la présence de fibres dans les assiettes. Suivi par le professeur Jean-Michel Le Cerf, médecin nutritionniste et ex-chef de service de nutrition de l'Institut Pasteur de Lille, avec les impacts sur la santé. Et Mélissa Philis, diététicienne nutritionniste, nous donnera des conseils pour faire intégrer davantage de fibres dans les régimes alimentaires. Nous terminerons ensuite par une vingtaine de minutes pour les questions. N'hésitez donc pas à les poser au fur et à mesure dans la rubrique questions-réponses en bas de votre écran. Je passe là présent la parole à Madame Ebel. Excusez-moi, Madame Ebel, on ne vous entend pas. Nous vous voyons, mais votre micro n'est pas assez bon. Donc, bonjour à tous, je suis très heureuse d'être là pour vous présenter finalement tous les éléments qu'on a sur ce sujet des fibres en termes de statistiques, de niveau de consommation. Il faut simplement savoir que la recommandation sur les fibres date seulement de 2016 et donc on a très peu travaillé pour avoir des résultats récents, mais je vais vous montrer ce qu'on peut déjà avoir à date. Donc cette question des fibres, hein, auparavant, elle était plutôt abordée sur la question des céréales complètes et je vais vous présenter une étude qu'on avait réalisée en 2010 sur ce sujet. Le premier point dont je vais vous parler, c'est le niveau réel de consommation de fibres, hein, qui a pu être calculé dans l'enquête 1K3, donc qui date de 2015. Et à cette époque-là, on avait noté qu'en effet, on avait un niveau très faible de consommation de fibres. On avait fait une étude en plus sur les céréales complètes, puisque dans de nombreux pays, les recommandations qui existaient étaient sur cette notion de céréales complètes, donc c'est une partie des fibres. Et on verra qu'en effet, les Français avaient un niveau très très faible par rapport à ce qu'on observait dans les autres pays. Donc sur la période récente, notamment grâce à la nouvelle enquête qui vient d'être réalisée sur la consommation réelle des Français, l'enquête Nutrimétrie, on va voir que sur les vecteurs des fibres, eh bien, il y a certains vecteurs qui sont en croissance, mais d'autres sont en très forte baisse. Et donc la réalité aujourd'hui, c'est que la quantité réelle de consommation de fibres, elle a un peu baissé en 10 ans entre l'enquête 1K3 et l'enquête Nutrimétrie. Alors, quels vont être les enjeux à adresser? Mais on regardera un petit peu ce que les consommateurs français disent des fibres, disent de l'alimentation santé, qu'est-ce qu'ils en pensent. Et on va voir qu'ils pensent très très peu à ce sujet des fibres, mais qu'un des leviers essentiels, c'est d'associer les enjeux de santé et la consommation de fibres. Donc, le premier point, c'est à date, qu'est-ce qu'on a comme données disponibles? Donc, la dernière enquête sur les consommations alimentaires est celle d'un K3 en 2015 qui a pu permettre en effet de mesurer les quantités consommées en moyenne de fibres. Et donc, vous voyez, les niveaux sont de 19,6 grammes par jour chez les adultes, 18-79 ans. On verra tout à l'heure avec la présentation de Mélissa que ce niveau-là de 19,6
est très faible en moyenne, hein, puisque la recommandation aujourd'hui est de 30 grammes par jour chez les adultes. Donc, on a sans doute environ 80% des adultes qui ne suivent pas la recommandation. Chez les enfants, la recommandation est de 16 grammes. De 16 grammes pour les enfants les plus grands et un petit peu moins pour les 0-10 ans. Donc là, on est un peu plus proche. Donc la recommandation est mieux suivie chez les enfants. Quand on regarde quels sont les contributeurs, toujours dans cette même enquête de 2015, les principaux contributeurs aux apports en fibres, ce sont chez les adultes, d'abord tous les pains, tous les types de pains, non compris les pains complets. En second, ce sont les légumes. Et ensuite, on va avoir des différences selon qu'on soit enfant ou adulte, hein, mais on trouve en troisième et quatrième position les fruits et les viennoiseries, pâtisseries, biscuits sucrés. Donc voilà les quatre principaux vecteurs, hein, des consommations de fibres. Et on va regarder ensuite, hein, comment évoluent ces consommations qui vont nous permettre de définir un petit peu ce qui fait que on n'arrive pas aujourd'hui à augmenter la consommation de fibres en 10 ans. Là, c'est la suite, hein, et on voit qu'en effet, chez les enfants, c'est des contributeurs qui sont quand même assez différents. Notamment, il y a les laits et les boissons infantiles, hein, qui sont contributeurs à la hauteur de 5%, mais aussi les céréales de petit déjeuner ou les compotes et les fruits et sirops qui sont plus fortement consommés chez les enfants. Quand on rentre sur le sujet des différents vecteurs des consommations de fibres, donc on va avoir deux principaux, ce sont ou les produits, les féculents, ces produits céréaliers, ou les fruits et les légumes. Si on se concentre sur les produits céréaliers, il y a une façon de regarder ce sujet-là qui sont les céréales complètes. Donc la définition des céréales complètes, hein, c'est de prendre les produits qui contiennent des produits complète, hein, sans avoir raffiné le produit. Et ce qu'on a pu montrer en 2010, parce que dans de nombreux pays, il y a des recommandations qui sont très élevées, notamment on a pu au Danemark, hein, en mettant des recommandations fortes, faire augmenter par deux en 10 ans, entre 2000 et 2015, la consommation de céréales complètes. Et ce qu'on voit sur cette étude-là, qui a été faite à partir des données du CREDOC de 2010, eh bien, c'est que sur le repère du PNNS, hein, qui était le seul repère qui existait avant qu'il y ait une recommandation sur les fibres, avec une définition en termes de portions qui était, le libellé était à chaque repas, selon l'appétit, consommer un produit. Alors aujourd'hui, on dit un féculent, donc c'est un produit céréalier. Et on voit qu'en termes de nombre de portions, on était chez les adultes par jour à 3,6, hein, donc au-dessus de ce 3, chez les adolescents à 3,5, hein, donc au-dessus de 3, et 2,6 chez les enfants. Mais cette recommandation, bien sûr, elle intègre tous les produits céréaliers, et vous voyez, hein, que ce qui permet d'atteindre cette recommandation, c'est toujours le pain qui est dans le bol alimentaire des Français, hein, un des premiers produits consommés. Quand on regarde les résultats aujourd'hui sur les différents types de consommation pour voir si les vecteurs progressent ou pas, les produits à partir de céréales complètes ou les fruits et légumes, on a refait une enquête qui se veut analogue à l'enquête 1K3 en utilisant une méthodologie qui est un peu différente, mais qui est sur 3 jours aussi et qui se fait avec un modèle de carnet alimentaire sur toute la consommation chez des enfants et chez des adultes. Ce qu'on constate entre 2015 et 2024, c'est que les produits qui augmentent le plus, et le premier produit qui augmente le plus, ce sont les pâtes et les riz complets. Donc les pâtes et les riz à base de céréales complètes. Que le troisième qui augmente le plus, ce sont les pains complets, les pains et assimilés, les biscottes, etc., complètes. Donc x4 pour les pâtes et riz complets et x2,3 pour le pain complet. Et un autre produit qui va être vecteur aussi qui augmente, ce sont les substituts végétaux. Donc ce sont des nouvelles formes de consommation qui sont rentrées dans les assiettes des consommateurs.
Quand on regarde la même chose chez les adolescents, eh bien, on retrouve ce facteur très très important sur les pâtes et les riz complets, fois 6 chez les enfants et les substituts végétaux 2,3. Donc des nouveaux vecteurs avec les substituts végétaux et les pâtes et riz complets et les pains complets qui étaient très très faibles en consommation dans l'enquête 1K et qui aujourd'hui reviennent à un niveau qui reste faible, mais qui vont sans doute améliorer la consommation de fibres en 2024. Quand on revient sur la consommation de céréales complètes, je reviens sur cette enquête de 2016, de 2010, la proportion de consommateurs de céréales complètes n'était que de moins de la moitié chez les enfants et seulement 32% chez les adultes. Et chez les adolescents, on était à 43%. Et quand on regarde les grammes par jour, eh bien, même s'il n'y a pas de recommandation en France, on n'était qu'à 6 grammes par jour chez les adultes, avec une plus forte contribution des pains, mais aussi des céréales de petit déjeuner chez les enfants. Et ce qu'on sait, c'est que dans tous les autres, enfin, dans tous les pays, on a trouvé des chiffres, notamment chez les enfants. On était à 3 fois moins, on est à 3 fois moins en France par rapport au Royaume-Uni, 4 fois moins par rapport aux Irlandais, 5 fois moins que les Allemands. Les enfants allemands en consomment 24,3 grammes par jour. Et même par rapport aux Américains, on est à 2 fois moins de consommation de céréales complètes. Et je donne une recommandation qui existe au Danemark. C'est une recommandation chez l'adulte de 75 grammes par jour. Donc vous voyez, le niveau de consommation des Français est très très faible. Au Danemark, il y a un effort qui a été fait entre 2000 et 2010. On a multiplié par 2 la consommation de céréales complètes. Les céréales complètes, elles sont principalement consommées chez les enfants au petit déjeuner, quand on regarde la répartition selon les occasions de consommation. Donc il y a donc un décalage entre cette consommation de fibres entre la France et les autres pays. On en consomme très peu. Sur le deuxième vecteur, qui sont les fruits, les légumes, les légumineuses ou les graines, eh bien, ce qu'on constate, c'est que là, on a une baisse en 9 ans, que ce soit ici chez les adultes. On voit que ce qui est stable, c'est les plats composés, donc les plats composés à base de pommes de terre, de céréales ou de légumineuses. Mais par contre, sur les produits bruts ou les plats à base de légumes, où ça baisse un peu, mais pas tant que ça. Par contre, sur les produits bruts, consommés tels quels, les légumes, les fruits frais, les légumineuses, on est à la moitié par rapport à l'enquête 1K3. Sur les noix, graines et fruits oléagineux aussi, c'est la moitié de consommés en 2024. Donc ces vecteurs-là sont en très forte baisse. En 2024, on a évidemment des changements très forts qui sont liées notamment à l'inflation qui a changé le régime alimentaire des Français. Chez les enfants, c'est un peu, la baisse est moins forte. Chez les adolescents, ici, notamment la consommation de compotes et fruits baisse très peu et on est à un tiers de baisse sur les légumineuses, les légumes et les fruits frais. Donc, on peut anticiper on aura une baisse. J'ai regardé dans la dernière enquête, on a une petite baisse de la consommation globale de fibres. Donc, une hausse qui se fait du côté des céréales complètes, mais une baisse qui se fait de tous les autres types de contributeurs aux fibres, notamment les légumes et les fruits. Vous avez vu le baromètre santé de France Santé, France Publique Santé montre la même chose. On a une baisse du suivi des recommandations des fruits et les légumes. Alors, quels sont les leviers pour consommer plus de fruits? Jean-Michel et Mélissa vont en parler tout à l'heure. Mais quand on regarde dans les dernières tendances de la consommation alimentaire, on voit qu'il y a vraiment un facteur qui est à mettre en œuvre, c'est la prévention santé. Puisque depuis le Covid, les consommateurs français mettent la santé au cœur de leurs préoccupations. Vous voyez, ça ne fait que progresser entre 2021 et 2024. Quand on demande quels sont les thèmes prioritaires, c'est la santé. Et quand on pose la question, qu'est-ce que c'est pour vous en matière de santé la prévention? Eh bien, c'est avant tout faire attention à ce qu'on mange, même si entre 2019 et donc entre avant Covid et post-Covid, la prévention
progresse grâce à se faire suivre par un médecin. Ça a un peu baissé sur faire attention à ce qu'on mange, mais faire attention à ce qu'on mange en 2024 est le premier facteur devant se faire suivre par un médecin. Et donc, c'est vraiment cette dimension-là qui est importante quand on demande aux Français de nous dire qu'est-ce qu'ils entendent par une alimentation saine et durable. Eh bien, on voit qu'ils associent fortement fruits et légumes. Donc, vous comprenez un peu le paradoxe, hein, c'est qu'il y a une baisse de consommation de fruits et légumes, et pourtant, dans la tête des consommateurs, il faut en consommer. Mais c'est bien le paradoxe de ce qu'on n'arrive pas à mettre en œuvre hein, pour des raisons de contraintes, de temps et économiques. Donc, ce sujet des fibres, il est absolument pas présent, mais alors pas du tout dans la tête des Français, de façon ouverte. Le terme fibre, il a été cité sur les 2000 personnes interrogées que 7 fois. Donc, ça fait que 0,4% des consommateurs qui connaissent le terme fibre. Donc, la recommandation du PNNS étant assez récente, ça met du temps. Vous voyez que par contre, la recommandation du PNNS qui date de 2001 sur les fruits et légumes est celle qui la plus citée. Et donc, on voit que ça prendra du temps avant que les consommateurs intègrent hein, ce sujet-là. Quand on regarde du côté des plus jeunes, sur la même question que celle que je viens de vous montrer, si je vous dis alimentation saine et durable, les 18-24 ans, ce qu'ils ont comme mot caractéristique, eh bien, eux, ils associent plus fortement la partie nutrition à l'alimentation saine et durable, puisque les plus âgés vont vous parler du bio, du modèle agricole, mais absolument pas de termes liés à la santé. Et là, les jeunes, au contraire, vont parler, alors ils ne parlent pas de fibres, hein, ils ne connaissent pas ce terme-là, mais par contre, ils vont citer quand même les féculents, de manger des graines, de la nutrition, donc, et végétale. Donc, ce sont les seuls hein, qui vont parler de végétalisation. On le voyait tout à l'heure, la végétalisation, il n'y avait que 3% des Français qui en parlaient dans l'alimentation saine et durable. Donc, ça prend du temps, mais les jeunes qui sont les nouveaux consommateurs commencent à y penser. Ils sont plus nombreux à avoir un régime sans viande. En France, on est à 5% dans la dernière enquête Trendchecker de chez Seaways. Et on a un niveau qui est quand même assez faible hein, par rapport à d'autres pays, que ce soit l'Allemagne, la Suède ou la Pologne. On est moins nombreux en France, mais ceux qui vont le faire, hein, sur ces 5%, chez les 18-24 ans, c'est 19%, donc beaucoup plus chez les jeunes, il y a un fort effet générationnel. Et quand on regarde la consommation de produits avec des substituts végétaux, tout près sans viande, les 18-24 ans, on consomme beaucoup plus aussi, ils sont 49% contre 17% dans la population totale. J'ai une question du même type sur les produits, notamment les légumineuses, et les jeunes de 18-24 ans déclarent en consommer plus que les plus âgés. Donc il y a de ce côté-là des changements, mais ça sera très long. Quels sont les freins, mais aussi surtout quels sont les bénéfices? Donc il y a un observatoire qui s'appelle Fiber in Tech Observatory qui est en cours de réalisation, donc qui s'est fait avec plusieurs pays, hein, UK, Italie, Allemagne, donc sur le volet qualitatif, mais aussi la France. Les résultats vont bientôt sortir, mais ils ne sont pas encore ils sont en révision pour un article. Dans les bénéfices, on voit qu'évidemment, les fibres sont associées sur la digestion ou le transit et que la partie influence sur le système immunitaire, les Allemands le citent. Et c'est bien en Allemagne hein, qu'on a une meilleure connaissance sur le microbiote. Et donc, c'est cet impact hein, des fibres sur des nouveaux sujets scientifiques. Sur les freins, ce qui a été bien mis en évidence, hein, c'est que sur les fruits et légumes, on le sait, hein, le principal frein, c'est la praticité, hein, c'est l'accessibilité au sens facilité de consommation par rapport à des produits concurrents, mais aussi dans les 2 dernières années des difficultés liées au prix relatif hein, de ces produits par rapport à notamment les féculents, aux pâtes théories. Sur les céréales complètes, ce que donne la littérature, mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de choses sur du déclaratif en France. Hein. Quand on regarde la littérature, les résultats qui sont donnés, mais plutôt en Allemagne notamment, c'est le fait qu'il y ait un problème vis-à-vis du goût, mais aussi sur une méconnaissance du bénéfice santé par rapport à la partie céréale complète et un manque de savoir-faire culinaire. Et ça, c'est une étude aux États-Unis qui ajoute cet élément-là.
Donc, on a notamment sur la consommation d'aliments riches en fibres une difficulté à y trouver un goût qui soit relatif à ce qu'on connaît. Si au Danemark, on en consomme autant, si en Allemagne, on consomme plus de ces produits-là, c'est que c'est beaucoup plus intégré à l'origine dans les pratiques culturelles. Enfin, simplement sur les nouveaux produits qui arrivent dans les régimes alimentaires, au niveau mondial, on a quand même une forte croissance, hein, on le voit ici sur le chiffre d'affaires des ventes des produits substituts végétaux et en termes de consommation en France, dans les chiffres de comparaison de l'enquête Nutrimétrie par rapport à 1K3, on a donc 20% de hausse chez les adultes et c'est x2 chez les enfants. Donc c'est chez les enfants qu'il y a une très forte pénétration des substituts végétaux sous toutes les formes possibles, hein, que ce soit des plats substituts viande ou des jus végétaux. Sur l'offre, on voit qu'il y a des efforts qui sont faits et on comprend bien quand on voit les derniers résultats de Nutrimétrie que les consommations qui augmentent le plus, ce sont tous les plats composés, hein, c'est ou les plats à base de viande ou les plats à base de légumes, à base de céréales. Donc c'est bien sur ces produits-là qu'on peut avoir un vecteur et un poids dans la croissance de la consommation, mais aussi sur d'autres produits, hein, les produits à base de céréales. Tous les produits à base de céréales peuvent être proposés sous des formes petit à petit, contenant de plus en plus de fibres. Voilà ce qu'on peut dire sur les données à date sur ce sujet. Je vais passer la parole à Jean-Michel sur les impacts santé. Monsieur Le Cerf, vous Voilà, pourriez, voilà, activer voilà, c'est votre... bon. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Pascal. Très heureux d'être avec vous ce matin pour compléter cet exposé sur la consommation de fibres avec les avantages santé ou les effets santé qui sont, comme on le disait, suggérés mais pas très connus. Beaucoup de gens ignorent en réalité la complexité et la réalité de l'effet des fibres sur la santé. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble brièvement. Voilà. Donc, il y a d'abord une diversité qui est très importante à connaître. On le voit en termes d'aliments disponibles, mais aussi en termes de nature des fibres, en termes de source des fibres, en termes de métabolisme, d'effet et d'impact sur la santé. Donc, cette première notion de complexité de la diversité des fibres est très importante car les fibres ne se résument pas à une seule catégorie. C'est ce qu'on va voir. Alors, j'ai mal à passer. Alors, un bref historique, parce que les fibres sont relativement connues comme un élément utile pour le transit intestinal, mais c'est sans doute peut-être trop réducteur et pas forcément très emballant en termes de communication. Et ça, ça fait partie, à mon avis, des points faibles. Et puis, pendant longtemps, les nutritionnistes, les médecins ont considéré que les fibres ne servaient pas à grand-chose. C'était d'ailleurs appelé des résidus. Et vous connaissez, vous, diététiciens, diététiciennes, le terme régime sans résidus, qui montre qu'en fait, on élimine quelque chose qui ne sert à rien puisque c'est un résidu. Donc tout ça, ça n'a pas été très favorable sur la compréhension des effets des fibres. Et pourtant, une phrase bien connue, le sage est celui dont l'intestin fonctionne bien. Effectivement, quand on demande aux gens si ça va, ils comprennent parfois on leur pose des questions sur leur transit intestinal, notamment les personnes âgées. À partir des années 70, il y a eu quand même l'émergence de notions un peu nouvelles sur l'intérêt des fibres, notamment avec Burkitt et Troel, donc c'est déjà assez ancien, sur la prévention de la diverticulose colique, qui est une maladie assez fréquente et pas très connue, somme toute, et surtout du cancer colique. À droite, vous voyez une diapositive issue d'un livre qui était un livre de nutrition d'il y a une trentaine d'années, où on voit bien que les fibres, ben, finalement, sont qualifiés de résidus à nouveau. Alors, les fibres peuvent être classées selon plein de manières, et je ne vais pas les détailler toutes, mais simplement pour vous dire que c'est assez difficile d'en choisir une.
parce que soit on parle des propriétés physico-chimiques et donc on va les qualifier de solubles ou d'insolubles, et on aura tendance à dire que seules les fibres solubles sont intéressantes, ce qui n'est pas non plus tout à fait exact. Et puis on peut aussi les distinguer selon leur nature chimique, cellulosique, non cellulosique, polysaccharidique ou polyosidique ou non polysaccharidique, amylacé, non amylacé, etc., etc. Et puis, il y a le dernier venu, hein, selon leur effet prébiotique ou non, c'est-à-dire en fait des propriétés qui sont associées au caractère fermentescible ou non, utilisables par les bactéries intestinales de ces fibres alimentaires. Alors, si on regarde la définition classique des fibres, on dira que ce sont des nutriments non énergétiques à côté des lipides, glucides et protéines et de l'alcool. Il s'agit de nutriments non énergétiques, ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'en fait, les fibres apportent un peu de calories, non indispensables dans la mesure où il ne s'agit pas de nutriments indispensables au sens strict, mais pourtant très utiles. Donc en fait, tout ça, c'est pas très positif. Et on a l'impression que, bon, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? C'est pas indispensable, c'est pas énergétique. Et puis en plus, c'est pas digéré. Alors ça, c'est bien sûr la définition qui est juste, hein, non digéré par les enzymes digestives, pancréatiques et intestinales humaines, parvenant donc au côlon intact, d'où le terme de glucides non digestifs. Mais une fois que c'est arrivé au côlon, en fait, il se passe énormément de choses et c'est là où l'essentiel se joue et ça a été souvent un petit peu non considéré jusqu'au jour où on a découvert le rôle de ce qu'on appelait autrefois la flore colique, aujourd'hui appelée microbiote, et qui est extrêmement important puisque pour que les fibres alimentaires soient vraiment pleinement dans leur utilité, eh bien, il faut qu'elles soient métabolisées par les bactéries intestinales, par le microbiote. Alors, petite classification simple, hein, parce que je vous ai dit qu'il y en avait plusieurs, et on va retenir celle-ci, polyoside ou polysaccharide, amylacés, non amylacés. Amylacés, c'est l'amidon résistant que vous connaissez, qui sont des glucides en alpha-glucane et qui sont obtenus après refroidissement de l'amidon. En tout cas, c'est une partie de l'amidon qui devient résistant dans les pommes de terre, les pâtes ou le riz refroidi. Non amylacé, cellulose non cellulosique. Et puis là, il y a toute une série que vous voyez, hémicellulose, pectine, arabinoxylane, bêta-glucane, inuline, qui ont toutes des spécificités tout à fait intéressantes et particulières, originales. On a aussi des oligosides, donc des oligosaccharides non alpha-glucane, l'exos, les phos, les gos, hein, xylo-oligosaccharides, fructo-oligosaccharides, galacto-oligosaccharides, et puis oligofructose. Voilà, toute une série de fibres qui font partie des prébiotiques, nouveau terme qui est apparu maintenant dans le jargon des nutritionnistes et qui sont très importantes. Et puis, il y a enfin des fibres qui ne sont pas polysaccharidiques, c'est la lignine et ce sont les polyphénols. Alors, quelques exemples, juste pas pour vous embêter avec de la chimie, mais pour voir que quand, il n'y a qu'à regarder ces formules pour se rendre compte que ce n'est pas du tout la même chose entre une cellulose et une pectine, qui est un polysaccharide complexe, cellulose qui figure à gauche, pectine à droite, et vous voyez donc des fibres qui n'ont pas grand-chose à voir. La cellulose n'est pas soluble, la pectine est soluble. Ce sont des caractéristiques physico-chimiques, mais ça va aussi être associé à des caractéristiques physiologiques et biologiques différentes. Les arabinoxylanes, les fructanes, les fructanes, c'est toute une série de familles. Les fructanes, on les trouve dans le grain de blé. L'inuline, on la trouve dans des légumes très particuliers ou des racines très particulières comme la racine de chicorée, topinambour, mais aussi dans les oignons, les asperges, les salsifis. On reconnaît là des goûts un peu particuliers. Et puis, vous avez aussi plus court, avec un degré de polymérisation qui est de 2 à 4, les fructo-oligosaccharides. Donc voilà, beaucoup de variétés. Et puis la lignine, alors là, c'est un polymère très complexe qui se trouve dans les vieux végétaux.
Alors, les sources de fibres sont forcément importante à considérer parce que comme il y a une très grande diversité de fibres, d'où viennent-elles ces fibres et où les trouve-t-on? Et on voit tout de suite qu'il est très important d'avoir la diversité des sources pour avoir la diversité des fibres. L'amidon résistant, on vient d'en parler, rétrogradation de l'amidon après cuisson et refroidissement, c'est classique maintenant. Cellulose et lignine dans le blé et céréales, légumes, l'hémicellulose sont le blé, arabinoxylane, le blé à nouveau, bêta-glucane, l'avoine et l'orge, pectine, les fruits, inuline et phos, j'en ai déjà parlé, l'exos, le blé, l'égos, les légumes secs, et il y a une exception quand même, il y a des prébiotiques dans le lait maternel qui sont en anglais HMO, donc Human mono-oligosaccharides, donc qui sont extrêmement intéressants pour le petit de l'homme, de la femme en particulier, mais puis dans les autres espèces animales, c'est pareil, et tout le reste est d'origine végétale. Alors, quelles sont les propriétés des fibres? Eh bien, il y en a deux. La première, c'est la solubilité et la viscosité, hein, qui est une propriété qui va permettre pour la solubilité d'avoir une attraction de l'eau et un piégeage de l'eau, un pouvoir hygroscopique. La viscosité, on voit bien que ça va permettre de tapisser en quelque sorte la paroi intestinale. Et donc, c'est variable selon le type de fibre. La lignine et la cellulose ne sont pas solubles, ne forment pas de gel. Les pectines et les bêta-glucanes sont au contraire hydrosolubles et ont une viscosité élevée. Les bêta-glucanes qu'on trouve dans l'avoine et l'orge. Et les celluloses sont solubles ou insolubles. Mais la fermentescibilité, c'est difficile à dire, est extrêmement importante et elle n'est pas forcément liée à ces deux caractéristiques physico-chimiques. Elle est liée au fait qu'elle va être utilisée par le microbiote bactérien. Suivante. Alors, ce microbiote, il a une spécificité, c'est-à-dire que certaines bactéries sont cellulolytiques, d'autres sont amylolytiques, d'autres sont xylanolytiques. Et donc, si vous avez un apport en fibres variées, bien, vous aurez le développement de bactéries qui sont variées. Et si vous avez des bactéries variées, c'est parce que vous avez une alimentation variée. Donc ça, c'est très important et c'est bien un discours qu'il faudra faire passer. Tout ceci conduit par les processus de fermentation bactérienne à des métabolites extrêmement nombreux, très très nombreux, j'allais dire presque innombrables, mais en particulier les acides gras à chaîne courte, qu'on appelait autrefois acides gras volatiles, acétate, propionate et butyrate, C2, C3, C4, et qui sont donc la conséquence de cette dégradation bactérienne, puisque les bactéries ont besoin de ces fibres comme substrat énergétique pour se développer. Et vous voyez donc de polyosides, on arrivera à des oligosides, puis ensuite par les bactéries fibrolytiques et glycolytiques, on arrivera à l'acétate, propionate, butyrate, mais aussi à la production d'hydrogène, de méthane, de sulfure d'hydrogène et de gaz carbonique qui peuvent, dans certains cas, contribuer aux effets considérés comme indésirables et parfois réellement indésirables d'une consommation excessive et surtout inhabituelle de fibres. Donc, si on distingue les effets physiologiques et les effets métaboliques, physiologiques augmentent le volume fécal du fait de leur pouvoir hygroscopique, mais aussi en fonction du fait de l'augmentation de la masse bactérienne. Donc voilà. Et puis il y a un effet aussi de stimulation du transit par les acides gras à chaîne courte et les gaz qui vont stimuler le besoin d'aller à la selle. Donc tout ça favorise le transit. C'est très connu. C'est peut-être une des choses que les gens ont encore vaguement en souvenir, mais il y a surtout aujourd'hui tous les effets métaboliques. Ralentissant la vidange gastrique, ils peuvent diminuer l'index glycémique, et donc ça c'est un élément important. Ils ont cet effet probiotique sur la croissance et l'activité bactérienne spécifique de chaque type de fibre, et puis la production d'acides gras à chaîne courte qui ont des effets considérables. Le butyrate, par exemple, est un substrat du colonocyte et il va permettre la protection de la muqueuse intestinale, moduler la production d'antérohormones GLP-1 que tout le monde connaît maintenant et qui va agir sur le rassasiement et la sécrétion d'insuline, activer la néoglucogénèse intestinale, diminuer la lipogénèse hépatique, modifier le pH intestinal. On va avoir quelques effets. Sur le métabolisme glucidique, on voit qu'en ralentissant la vidange gastrique, il y a une diminution de l'index glycémique du repas, mais aussi du fait de la fermentation colique, une augmentation de la production de GLP-1,
un effet sur le rassasiement et une production d'insuline qui va entraîner une diminution de l'index glycémique sur le repas suivant. Hein, ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Vous mangez des fibres le soir, vous aurez une diminution de la glycémie le lendemain matin. Ça, c'est très intéressant, c'est pas très connu. C'est l'effet second repas qui est, voilà, qui permet d'avoir un effet doux. Il y a d'autres effets, hein, annexes, mais pas accessoires, si je puis dire. Il diminue la réabsorption des acides biliaires, ce qui va réduire le cycle entérohépatique. Et donc, c'est la récupération des acides biliaires et du cholestérol, donc, qui est le métabolite. Les acides biliaires sont l'issue métabolique du cholestérol. Il y a moins de cholestérol qui revient au niveau du foie. Et donc, le foie va augmenter la production de récepteurs hépatiques au LDL, ça va donc diminuer le cholestérol plasmatique. Un autre effet, c'est diminuer la réabsorption partielle des hormones sexuelles. Ça va donc diminuer leur cycle entérohépatique, diminuer leur concentration urinaire et contribuer à réduire une hyperœstrogénie. On va regarder ça brièvement. Vous voyez, ça c'est sur le cholestérol, hein. Donc, avec cette diminution du retour des acides biliaires au niveau du foie, il y a un déficit de cholestérol hépatique et le foie va augmenter la synthèse de récepteurs au cholestérol et donc le cholestérol baisse dans le sang. Il est plus capté, et il baisse dans le sang. Au niveau des acides biliaires secondaires et des hormones sexuelles, c'est très important. Les fibres vont capter ces acides biliaires secondaires, capter les hormones sexuelles, diminution de ces cycles entérohépatiques. Et donc, à gauche, ça sera un effet sur la cancérogénèse qu'on va voir dans un instant. Et à droite, eh bien, augmentation des oestrogènes fécaux et donc diminution des oestrogènes plasmatiques et urinaires. C'est intéressant par rapport au risque, enfin, à l'hyperoestrogénie. Alors, il y a d'autres effets qui sont très intéressants et là aussi mal connus, hein. Ils abaissent le pH colique à cause de cette production d'acides gras à chaîne courte, ce qui va permettre la dissociation des complexes de minéraux, notamment avec l'acide phytique, les phytates, et donc ça va augmenter leur solubilisation et leur absorption tardive au niveau du côlon. En fait, tous les minéraux ne sont pas absorbés au niveau du grêle, une partie est absorbée au niveau du côlon. Ça, c'est une notion qui est acquise depuis quelques années. Et puis aussi un effet départ gazoté, on va regarder tout de suite pour expliquer cela. Donc, l'acide phytique, vous savez, c'est un élément qui peut former des complexes avec les minéraux sous forme de phytate. Et bien, si le pH est bas grâce aux acides gras à chaîne courte, ça va activer la phytase qui va diminuer, s'opposer à l'acide phytique, et on aura donc une perte d'action des phytates par dissociation et solubilisation et une augmentation de la biodisponibilité des minéraux. Suivante. Et sur l'effet départ gazoté, les microbes ont besoin d'urée, donc vont capter l'urée sanguine et ça aura un effet départ gazoté. Cet effet sur la minéralisation a été prouvé par exemple pour les phos et l'inuline. Vous voyez, quand on augmente les phos, fructooligosaccharides et l'inuline, on augmente un peu la densité minérale osseuse et la captation, l'absorption du calcium. Sur la cancérogénèse, les effets sont multiples, avec des effets trophiques sur les colonocytes, comme je vous le disais tout à l'heure, des acides gras à chaîne courte, du butyrate en particulier, et la réduction, la formation des acides biliaires secondaires qui sont agressifs vis-à-vis de la muqueuse. Il y a d'autres points d'impact qui sont multiples. Alors voilà, il y en a beaucoup. Retenez qu'il y a des effets nombreux, diminution du fer disponible, protection colique, diminution des acides gras, des acides biliaires secondaires, et puis diminution des oestrogènes qui était un élément de promotion. Donc beaucoup d'effets favorables. Alors maintenant, regardons pour terminer les études qui montrent les bénéfices. Là, je vous ai montré les mécanismes. Eh bien, par exemple, dans cette méta-analyse de 25 études d'observation, une diminution de 10% du risque de cancer colique, ce qui est quand même pas négligeable avec les fibres céréalières et les fibres totales. Sur l'index glycémique et la charge glycémique, c'est très intéressant. Vous avez une augmentation du risque de diabète lorsque l'index glycémique augmente. Et puis, cet effet d'augmentation de l'index du risque de diabète est lié aussi à l'apport en fibres. C'est-à-dire que chaque fois que l'apport en fibres est plus faible, c'est sur la droite pour chacune des courbes, eh bien, vous avez une augmentation du risque de diabète aussi. Autrement dit, quel que soit le niveau d'index glycémique, l'apport en fibres sera bénéfique
pour diminuer le risque de diabète à index glycémique donné. Et c'est la même chose pour la charge glycémique, qui est le produit de l'index glycémique et de la quantité de glucides. Donc, il y a une synergie de l'effet de l'index glycémique et de l'effet des fibres, en sens inverse, bien sûr, sur le risque de diabète. Sur les facteurs de risque cardiovasculaire, c'est une étude Ombrelle de 2022 qui montre qu'il y a une diminution statistiquement significative de la glycémie, l'insulinémie, l'indice soma, le cholestérol et pression artérielle. Suivante. Sur les maladies cardiovasculaires, plus important encore, pour 7 grammes de fibres supplémentaires, chaque quantité de 7 grammes supplémentaires donne une réduction de 9% du risque coronarien. Et là, c'est fibres insolubles, fibres céréalières et fibres des fruits. Cette étude est intéressante, elle montre que chez les gens qui ont fait un infarctus, s'ils augmentent leur consommation de fibres après l'infarctus par rapport à avant l'infarctus, eh bien, ils diminuent de 31% leur risque de récidive euh, et leur mortalité alors qu'ils ont eu un premier infarctus du myocarde. Donc, ce n'est pas du tout négligeable, y compris en prévention secondaire, ce qu'on appelle la prévention secondaire. D'autres études récentes ont montré, là, c'est 3 études de 2020 qui montrent que l'apport en fibres dans toutes ces études prospectives est associé à une diminution de la mortalité et des maladies cardiovasculaires, que ce soit chez les hommes, chez les femmes, que ce soit les accidents vasculaires cérébraux, le diabète ou la mortalité cardiovasculaire et également la mortalité par cancer. Et on retrouve ça dans toutes les études de l'ordre de 30% en général. Pareil sur la mortalité brute, ici, vous voyez, la mortalité est diminuée de 24% dans cette étude. Et pour 10 grammes de fibres en plus, vous avez chez les hommes comme chez les femmes une diminution de 10% de la mortalité, y compris après ajustement dans cette très grande étude EPIC, puisque c'est 452 000 sujets, c'est absolument considérable. Donc, on arrive, pour terminer, à considérer qu'il y a des effets et des propriétés physico-chimiques qui sont intéressants, solubilité, viscosité, classique, les effets sur le transit, mais ça n'explique pas tous les effets. Et la majorité des effets physiologiques sont liés à la fermentescibilité, qui est en fait le fait elles sont utilisées comme substrat énergétique par le microbiote et développe un microbiote important en diversité. Et vous savez que la diversité du microbiote est le principal marqueur de la santé du microbiote, donc conduit à la production d'acides gras chaîne courte qui auront des effets favorables sur un très grand nombre de paramètres, par exemple l'inflammation, par exemple la perméabilité intestinale. Alors, un exemple intéressant, très court, ce sont des souris, donc voilà, il faut en prendre et en laisser, si je puis dire. Vous nourrissez des souris avec 30 grammes, 30% de fructose, qui est absolument énorme. Vous rajoutez 5% de son de blé, riche en arabinoxylane notamment. Eh bien, vous avez, surtout pour le son de très petite taille, micronisé, vous avez une diminution des effets négatifs du fructose. Ces effets négatifs, c'est les gènes de l'inflammation hépatique, c'est l'augmentation des Enterobacteriaceae, et donc le son s'oppose aux effets négatifs du fructose sur le microbiote intestinal. Donc, si on résume le microbiote, vous le savez, hein, mais les gens, ils ont entendu parler du microbiote, mais ils ne savent pas très bien comment on fait pour l'entretenir. Bah, les fibres en font partie, les probiotiques aussi, notamment les yaourts, par exemple. Ils sont utiles pour la barrière intestinale, pour l'immunité, pour le métabolisme, pour l'axe intestin-cerveau, pour la synthèse de vitamines et la biodisponibilité des minéraux, je viens d'en parler, et la production d'acides gras à chaîne courte. Donc voilà, ça c'est des schémas qui montrent la multiplicité des rôles du microbiote. C'est absolument considérable, tout le monde le sait maintenant, encore que beaucoup de gens auraient du mal à expliquer exactement les impacts, mais le nombre de métabolites qui sont produits par l'activité du microbiote, quand il est diversifié et varié, c'est considérable. Si on résume, les deux clés de la santé intestinale, c'est la diversité microbienne d'une part, et la perméabilité intestinale, qui est en partie liée à la diversité microbienne, mais elle-même, elle est sous l'influence de perturbateurs multiples, que sont l'alcool, le stress, la dysbiose, dont on vient d'en parler, le surpoids. Et puis la diversité microbienne, eh bien, elle dépend des fibres, notamment des fibres fermentescibles, bien sûr, également des aliments fermentés
source de probiotiques, les yaourts, je viens d'en parler, mais elles diminuent avec l'âge. Il y a des facteurs qui sont des perturbateurs comme les xénobiotiques, par exemple, un certain nombre euh, d'additifs comme certains émulsifiants ou des édulcorants. Et puis, il y a beaucoup d'événements néonataux, bien sûr, mais on est hors sujet, je passe. Alors, comment prendre soin de son intestin? Ben, les gens ne savent pas toujours. La nutrition, bien sûr, l'activité physique, oui, les fibres, oui, les fibres de céréales, mais pas que. Hein, c'est toutes les fibres, vous avez vu, qui vont agir sur le transit, mais bien sûr, prendre soin de son intestin, c'est prendre soin de son microbiote. Et là, on retrouve les mêmes choses que je viens d'évoquer à plusieurs reprises. Et vous savez que la pédagogie, l'art de la pédagogie, c'est la répétition, donc vous m'excuserez pour les répétitions. Alors, les gens disent oui, mais c'est embêtant, les fibres, j'ai mal au ventre. Alors, qu'est-ce que ça fait? En fait, vous connaissez les FODMAPs, bien sûr. Ce sont certaines fibres, ce sont notamment des FOS, des inulines et des GOS, qui effectivement, chez les gens qui ont un syndrome de l'intestin irritable ou une hypersensibilité non cœliaque au gluten, maintenant qu'on appelle hypersensibilité non cœliaque au blé, peuvent avoir une petite aggravation de leurs symptômes. Donc il faut y aller tout doucement chez ces personnes qui représentent quand même 10% au moins de la population. Donc on y va tout doucement, mais les FODMAP ne sont pas des nutriments négatifs, ce sont des nutriments très utiles, mais chez ces personnes-là, ça peut donner un petit inconvénient. À l'inverse, chez les personnes qui, on peut revenir juste en arrière, chez les personnes qui ont des symptômes digestifs mineurs sans syndrome de l'intestin irritable, eh bien, les études montrent qu'ils n'aggravent pas, voire peuvent améliorer ces symptômes de petit inconfort digestif ou de constipation ou de diarrhée s'ils sont pris de façon régulière et progressive. Donc ça, c'est un élément qui ne doit pas nous rebuter. Je terminerai avec ma conclusion. L'apport conseillé en fibres est très supérieur à 25 grammes. Et moi, j'ai mis exprès 25 grammes parce qu'on est déjà qu'à 18 grammes. 30 grammes, ça paraît un monde, très supérieur à l'apport observé. Ce sont des nutriments très importants pour la santé cardio-métabolique. Ça, c'est absolument évident, et pas uniquement pour le transit pour la prévention du cancer colorectal. Leurs effets passent en grande partie par le microbiote, mais pas que. Et ce qu'il faut retenir, c'est que la diversité des fibres est aussi importante que la quantité. Mais quand on augmente la diversité, on augmentera aussi la quantité. Et donc, on fera d'une pierre deux coups. Voilà, je vous remercie et on va passer au troisième exposé, puis après on discutera ensemble si vous voulez bien. Merci pour ces deux présentations. Du coup, je vais terminer cet exposé sur les fibres pour voir justement, côté patient, qu'est-ce qu'on peut proposer et quels conseils on peut donner pour essayer d'intégrer davantage de fibres dans l'alimentation. Donc, on va essayer de voir un petit peu tout ça. Alors, petit rappel, on en a parlé, mais je vous ai remis une synthèse des besoins conseillés donc, au regard des derniers rapports de l'ANSES. Donc, ça change bien sûr. L'année de parution change en fonction des publics, mais on retiendra 30 grammes pour la population adulte, 25 à 30 grammes pour la population âgée. Et puis, chez les enfants, une progressivité bien sûr en fonction de l'âge, mais aux alentours des 16 grammes par rapport à ce qu'on a dit en tout début de présentation, on est assez loin de ces repères-là. Donc l'idée, c'est plutôt de voir comment est-ce qu'on peut améliorer les choses de manière progressive, puisque un patient qui n'en mange pas ou très peu, ou en tout cas très peu d'aliments de source de fibres, bien entendu, on ne passera pas en quelques jours à atteindre les recommandations. Donc on va plutôt, au lieu de regarder ces chiffres-là, plutôt aller vers des paliers et des augmentations progressives. Je suis partie là de finalement de constats, de phrases de patients, de choses qu'on entend. Alors c'est bien sûr pas du tout exhaustif, mais voilà, peut-être des choses qui vont vous rappeler aussi ce que vous entendez quand vous échangez avec les patients. Alors pas tant sur les fibres, mais peut-être sur les aliments, sources de fibres. Alors, on sait, je ne vais pas revenir là-dessus, hein, le gradient social de l'alimentation et la part importante du gradient social dans la consommation des fruits et des légumes. Madame Ebel en a parlé au départ, hein, l'inflation de ces dernières années est passée par là et on a vu une diminution de la consommation de ces fruits et légumes. Ce que les patients aussi
amènent régulièrement, en tout cas quand on échange avec eux, c'est parfois un manque de variété sur ces fruits et légumes. Alors souvent, les fruits et les légumes qui ont un coût accessible bah, sont toujours un petit peu les mêmes. Les patients ont l'impression de manger un petit peu la même chose. Et puis, parfois, n'osent pas même aller vers d'autres types de fruits et de légumes. En ce qui concerne les légumes secs ou légumineuses, il y a une image négative qui ressort de ces aliments. Il y a une association très souvent chez les patients uniquement à une alimentation végétarienne, avec aussi parfois un clivage de cette alimentation végétarienne. Non, mais cette partie-là, ça ne me concerne pas. Donc cet aliment-là, cette catégorie d'aliments ne me concerne pas. Chez les patients qui ont une alimentation qui consomment de la viande ou autre. Et puis une idée aussi d'un manque de saveur, de produits qui sont difficiles à intégrer dans le quotidien. J'y reviendrai après, bien sûr, sur la question de la digestibilité des légumes secs et des aliments complets. Alors, il y a parfois eu chez les patients de mauvaises expériences passées, et donc ils restent sur cette image-là. Et puis, également des idées reçues qui perdurent. Une question aussi qui ressort sur comment est-ce que je les inclus dans le quotidien. Comment est-ce que je les cuisine quand c'est pas dans mes habitudes alimentaires. Et puis, une notion un petit peu d'automatisme culinaire. Je vous ai écrit, voilà, je fais cuire des pâtes. C'est un peu le réflexe. C'est les pâtes, le riz, c'est des aliments qu'on a dans notre quotidien depuis longtemps. Et les patients vont aller vers ces produits-là et pas forcément vers d'autres produits. Et parfois, j'ai moi des remarques de patients qui aimeraient bien aller vers ces aliments, mais en fait, eux, ils en mangent, mais le reste de la famille n'en mange pas forcément. Ou il y a une crainte que les enfants n'aiment pas, ou le conjoint, etc. Donc, on va à chaque fois, en fait, voir différents freins dans le quotidien. On va essayer un petit peu de travailler sur ces dimensions-là. Premier point, alors je pense qu'on le fait tous bien hein, dans nos bilans alimentaires, mais c'est de quoi on part? Quelles sont les habitudes des patients? J'ai essayé de vous lister peut-être quelques questions. Les légumes secs, on sait que c'est pas un aliment qu'on va consommer tous les jours, donc peut-être aller plutôt sur une fréquence de consommation, fréquence à la semaine, fréquence au mois, fréquence. Pardon. Euh, Donc voilà, une fréquence à la semaine, fréquence au mois. Est-ce qu'il y a des aliments complets dans les habitudes de consommation? Pensez au pain, on l'a dit, c'est un vecteur d'aliments complets important. Bien sûr, quelle est la consommation des fruits et légumes. Et puis, deux catégories d'aliments, enfin deux types d'aliments dont on n'a pas parlé, même s'ils sont peu représentés dans les habitudes de consommation, sont les fruits à coque, les fruits oléagineux, les fruits secs. C'est intéressant aussi d'aller interroger du côté de la restauration collective, notamment chez les enfants qui vont fréquenter les restaurants scolaires, mais même parfois chez les adultes, puisqu'on a des recommandations dans la restauration collective d'introduire des aliments complets, d'introduire des repas végétaux et avec où on retrouve souvent des légumes secs. Donc ça peut être aussi un vecteur d'entrée à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'ils consomment et en quoi la consommation d'aliments sources de fibres est difficile? Alors, je ne vous ai pas mis d'exemple d'aliments, hein, on va pouvoir cibler en fonction des patients. Je reprends un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que c'est la personne qui n'aime pas? Est-ce que c'est plutôt la famille qui n'aime pas? Est-ce qu'il y a des freins? Est-ce que finalement, c'est pas dans les habitudes? C'est pas un aliment qu'on a consommé? Ou est-ce que, on le digère mal? Je reviendrai notamment sur la question des FODMAPs. Une question moi, que je pose régulièrement, c'est qu'est-ce qui serait envisageable de changer pour vous quand la question des fibres on revient sur la table? Et souvent, en fait, on est surpris des réponses des patients et parfois, ils vont cibler un aliment. Et on va déjà démarrer par ça, c'est un premier pas. Un patient qui vous dit, ah, oui, peut-être que je pourrais aller acheter du pain complet, ça va être déjà un premier point de départ. Juste, j'y reviendrai après, mais voilà, par rapport à ça, l'objectif n'est pas de suite d'arriver à 30 grammes de fibres, on l'a dit, on est très très loin de ça au regard des consommations actuelles. Et l'objectif n'est pas non plus finalement de faire d'énormes changements qui ne tiendront pas dans le temps. Donc finalement, y aller progressivement, ce sera un premier point de départ.
Alors, les aliments sources de fibres, je pense qu'on les connaît tous, mais j'ai quand même voulu vous faire un zoom sur ces aliments, notamment pour reprendre un petit peu des notions d'apport en fibres. Donc là, je me suis plutôt concentrée sur les apports globaux en fibres des aliments. On l'a dit, et notamment le professeur Le Cerf l'a dit juste avant, finalement, au plus on a une alimentation diversifiée, au plus les sources de fibres sont diversifiées. Donc, je vais vous parler des légumineuses, des légumes secs. Je vais reparler rapidement des fruits et des légumes, des céréales complètes et du pain. Et puis, on reparlera un petit peu des graines, des noix, des fruits à coque. Les légumineuses, donc là, je vous ai repris des teneurs donc pour 100 grammes de légumineuses en pois cuit. Comme ça, au moins, voilà, on ne se pose pas de questions de conversion. On voit que, globalement, ces aliments-là sont une source de fibres, hein, aux alentours de 8 grammes pour 100 grammes, un petit peu plus pour les haricots blancs. Mais déjà, intégrer régulièrement des légumes secs dans son alimentation, c'est de fait augmenter ses apports en fibres. Alors, la question de la digestibilité, on l'a vu, hein, ces légumineuses vont contenir plus de glucides fermentés cibles. Euh, Souvent, ce qu'on se rend compte quand on échange avec les patients, c'est que bah, quand ils en mangent beaucoup. Ils vont en manger à l'occasion d'un plat particulier qui n'est majoritairement qu'à base de légumes secs. Et donc, effectivement, on va retrouver dans les heures, dans les jours qui suivent des fermentations, parfois des douleurs digestives, des inconforts. Et puis, bah, ces patients-là ne vont plus du tout en consommer pendant des semaines, voire des mois. Donc, on se rend compte que quand on en consomme régulièrement et en quantité modérée, voire même, pourquoi pas, associé à d'autres aliments, histoire de ne pas avoir grossièrement qu'un plat de lentilles sur la table, bah, finalement, cette digestibilité, elle est quand même améliorée. Donc, le but, c'est pas d'aller forcément de suite sur les recommandations du PNNS à 2 portions par semaine, mais peut-être de démarrer à une demi-portion associée à des céréales ou associée à d'autres types de légumes, et puis petit à petit d'augmenter. Donc, effectivement, je vous l'ai dit, hein, ça fait partie des aliments qui contiennent des glucides fermentés cibles. On sait que les lentilles ont une digestibilité quand même meilleure par rapport aux autres légumes secs, donc on peut proposer de démarrer par ça, et puis petit à petit aller vers d'autres sources de légumes secs. Pour les intégrer dans le quotidien, une autre difficulté, c'est bah, qu'est-ce que j'en fais? Comment je les cuisine? Qu'est-ce que je prépare? Alors la question du temps, aujourd'hui on retrouve ces préparations en conserve, on retrouve en surgelé aussi, notamment pour les fèves, donc sur des préparations non cuisinées, donc ce qui permet quand même de gagner du temps. La question du goût, alors vous avez pléthore de recettes qui existent et de recettes assez simples. Et puis surtout, ce qui peut être un vecteur d'entrée intéressante, c'est la culture culinaire. On sait qu'en éducation pour l'alimentation, rentrer dans l'alimentation par la culture culinaire, ben, c'est déjà faire un premier pas dans les approches alimentaires et dans finalement des comportements peut-être plus favorables à la santé. Je vous ai refait un petit topo sur le côté, c'est non exhaustif, mais finalement, ces légumes secs, on les retrouve présentés de différentes façons, cuisinés de différentes formes, mais dans l'ensemble des régions du monde. Alors, si on se concentre sur la France, alors moi je suis plutôt du sud de la France, donc dans le bassin méditerranéen, on utilise beaucoup les pois chiches. On va plutôt utiliser les lentilles dans le centre de la France, les haricots blancs sur l'ouest de la France, etc. Et voilà, je vous ai mis d'autres zones du monde, donc on va pouvoir en fait, avec les patients, peut-être essayer d'aller échanger sur ce vecteur-là. Proposer des idées menus, alors des idées menus, pardon, des idées recettes. Là aussi, la liste est non exhaustive, j'ai mis que 2 exemples. Alors la fabrique à menu sur lequel vous avez quand même beaucoup, si vous l'utilisez, beaucoup de plats qui sont proposés à base de légumes secs. Alors ça peut même faire paraître beaucoup pour les patients, mais on va pouvoir prendre 1 ou 2 exemples pour justement bah, commencer peut-être cette intégration des légumes secs dans les habitudes. Je vous ai mis en lien le livret de l'ADEME qui a fait un livret 4 saisons, justement à base de légumes et de légumineuses, légumes secs, qui peut être une voie d'entrée. En ce qui concerne les céréales complètes, donc on l'a dit, c'est un des aliments qui a vu sa consommation fortement augmenter. Donc quelques chiffres, hein. Alors sur le tableau ici,
Vous avez donc la farine complète versus la farine blanche. Donc on voit bien 4 fois plus d'apport en fibres sur ces aliments-là. Et puis on va retrouver, les chiffres sont un peu différents bien sûr, mais finalement les mêmes gradients sur le pain complet, les pâtes complètes versus les pâtes blanches, le riz complet, etc. Donc oui, il y a un intérêt à consommer des aliments complets. Par contre, là aussi, on peut aller doucement peut-être sur les changements. Le pain, c'est quand même vraiment un produit, un changement qui est peut-être accessible dans les habitudes des gens. Pourquoi? Parce que ça fait quand même partie de nos tables au quotidien. C'est un produit dont on parle de plus en plus. En tout cas, les patients en parlent régulièrement. Euh, c'est peut-être celui où il va y avoir le moins de changement d'aspect. Souvent sur les céréales complètes, les gens mettent en avant le temps de cuisson. Le riz complet, par exemple, quand vous avez 40-45 minutes de cuisson, ça peut être freinant chez certains patients. La couleur, l'aspect, le goût, les textures aussi qui changent. Donc, proposer bien sûr d'essayer, mais le pain peut vraiment être quelque chose d'intéressant. Ce qui peut être intéressant également, je ne l'ai pas noté là, c'est de remplacer petit à petit des farines par des farines semi-complètes, puis par des farines complètes. Donc, c'est pas grand-chose, parce que quand on va utiliser de la farine pour une personne, on utilise de petites quantités, mais c'est un début de changement d'habitude alimentaire. Attention quand même, notamment quand on parle de pain complet, alors moi je vous parle vraiment du pain issu de la boulangerie, on sait que les patients consomment aussi des produits biscottes, des produits type pain de mie. Euh, voilà, effectivement c'est toujours plus intéressant s'ils sont complets, ça reste quand même des produits issus de produits ultra transformés. Un point sur les graines, les fruits oléagineux. Alors, selon les tranches de la population, c'est des produits qui sont plus ou moins présents. Des fois aussi, on peut avoir l'impression plus ou moins de produits tendance. Alors, la réalité, elle est là, hein. Vous avez des apports en fibres sur ces aliments. Donc là, on est sur des teneurs pour 100 grammes. Bien sûr qu'on ne mange pas 100 grammes de ces produits-là, mais ça permet d'avoir un point de comparaison, une dizaine de grammes de fibres à peu près pour 100 grammes de fruits à coque. Et puis, j'ai mis en un autre exemple, les graines de chia, où vous voyez qu'on est à 34 grammes de fibres. Pour 100 grammes, encore une fois, hein, il faut bien ramener à la portion qu'on va réellement consommer. Quelques informations, quelques réflexions en tout cas sur la faisabilité de l'intégration de ces produits. On va parler du coût. J'ai pris des prix moyens que j'ai relevés sur des magasins bio en ligne. Donc, c'est très variable, hein. Les graines de chia, on passe de 10 à 20 euros le kilo, 10 euros le kilo pour les graines de lin. Donc ça reste quand même un coût pour les patients. En termes de praticité, ce pas des produits qu'on va utiliser comme ça. On a besoin de les modifier, de les transformer, de les réhydrater dans l'eau, par exemple, les graines de chia, de les concasser pour les graines de lin. Et vous savez qu'elles sont aussi très sensibles à l'oxydation. Euh, Si on part sur une portion de 10 grammes, ce qui est quand même déjà pas mal, ça fait des apports en fibres intéressants, mais quid de l'aspect organoleptique, de comment les patients finalement vont les apprécier, vont les cuisiner, sachant que c'est des choses qui demandent à être un petit peu préparées. Un produit d'accès peut-être plus facile, les fruits à coque, même si là, pour le coup, on a des prix qui sont assez élevés, entre 20 et 30 euros le kilo. Alors, je suis partie de produits français. C'est sûr qu'on va peut-être avoir des produits, des tarifs un petit peu moins importants si on est sur des productions hors France. On peut faire des commandes de grande quantité et éventuellement partager avec les voisins ou c'est des produits qui se conservent, donc on peut faire un stock. L'avantage de ces produits, c'est que c'est facile à consommer, facile à transporter. Euh, c'est, je trouve, le produit un petit peu phare, par exemple, du petit déjeuner ou du goûter. Des choses qui peuvent être intégrées facilement pour tout le monde. Le biais, c'est une consommation à tout va. Aujourd'hui, c'est des produits qui ont été quand même mis en avant, où les patients vont avoir un peu tendance, ah bah oui, j'ai un petit creux, bah, je vais manger une poignée d'amandes. Ou, ah bah oui, finalement, peut-être que de manger du chocolat, je vais manger une poignée d'amandes, etc. On a une recommandation aujourd'hui d'au moins une poignée par jour, deux idéalement. Euh, des patients qui en consomment 100 grammes par jour, on est peut-être trop haut sur la réponse à nos besoins. Les fruits et légumes, je ne vous ai pas fait un topo trop long sur les fruits et légumes parce qu'il y aurait beaucoup, beaucoup à dire sur les freins de consommation des fruits et légumes. Oui, bien sûr que c'est un apport en fibres. Je vous ai remis les apports moyens.
en ayant en tête qu'il y a une énorme variabilité entre les produits. Si on prend l'exemple des légumes, 2,7 grammes de fibres pour 100 grammes, on va passer de 10 grammes pour 100 grammes pour les artichauts à 0,5 grammes de fibres pour 100 grammes dans les endives. Le message à retenir, c'est que de toute façon, peu importe ce que vous consommez, à partir du moment où la consommation est variée, on aura des apports réguliers. La compote, et on sait que les fruits transformés sont une source de fruits importante, notamment chez les enfants. Alors, il y a des apports en fibres, hein. Vous voyez qu'en moyenne, parti sur une compote tout fruit, on a 2 grammes de fibres pour 100 grammes. Par contre, quid de l'effet matrice, quid de la mastication, aussi de l'impact sur le rassasiement. C'est que c'est quand même voilà, plus important enfin, plus intéressant, pardon, d'avoir aussi des aliments qu'on peut mâcher. Quelques petits rappels quand même sur fibres et fruits et légumes et transformation. Le fait de surgeler ne détruit pas l'apport en fibres, la cuisson ne détruit pas non plus, ça va modifier les fibres, ça va notamment peut-être les rendre un petit peu plus digestes, en tout cas moins agressives. Et n'oubliez pas malgré tout la part des glucides fermentés cibles dans certains légumes et certains fruits. Souvent, ce qu'on retrouve chez les patients, c'est finalement des consommations importante sur un temps assez court qui va, du coup, je le disais tout à l'heure avec les légumes secs, créer des symptômes digestifs désagréables. Et puis, le patient, il n'en consomme plus pendant un certain temps. Il vaut mieux que ce soit des consommations régulières, même si elles sont peut-être un peu moins importantes, mais qu'elles vont augmenter avec le temps, plutôt qu'un apport massif sur un temps court. Dernier point sur les compositions, je vous ai mis d'autres aliments sources de fibres. Alors la pomme de terre est quand même une source de fibres. La patate douce aussi, c'est un produit qu'on commence à retrouver de plus en plus dans nos habitudes de consommation. Les autres céréales et assimilées, donc type quinoa. Et puis les sons, alors j'ai mis deux exemples, son d'avoine, son de blé, avec des apports importants en fibres, même si encore une fois, là, on n'en consommera pas 100 grammes. Euh, Attention aussi à l'excès, finalement, venir mettre du son de partout pour quelqu'un qui consomme peu d'aliments sources de fibres, finalement, ça peut créer des désordres digestifs. Un point sur les allégations. Donc, il y a deux allégations qui existent sur les fibres. Une première allégation, donc aliments sources de fibres. Là, vous avez plus de 3 grammes de fibres pour 100 grammes. Ou aliments riches en fibres qui contiendra plus de 6 grammes de fibres pour 100 grammes. Ça peut être un repère aussi pour les patients. Un exemple pour conclure. Alors, oui, on est très loin aujourd'hui des 30 grammes de fibres par jour chez l'adulte. Et je vous disais peut-être que s'il y a beaucoup de paliers à, à passer avant d'atteindre ces 30 grammes, mais finalement, ça représenterait quoi, 30 grammes par jour? C'est les recommandations du PNNS en termes de fruits et légumes, alors un petit peu plus, équivalent de 300 grammes, donc 2 fruits par jour, à peu près 6 grammes de fibres. 200 à 300 grammes de légumes, une poignée de fruits à coque, et puis une portion, pardon, du pain complet tout au long de la journée, ce qui vous permet de vous rapprocher des 30 grammes. J'ai même pas mis de légumineuses, j'ai pas mis de céréales complètes non plus là-dessus. Bien sûr qu'on peut moduler une ration comme on le veut, c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur. Aujourd'hui, la difficulté, elle est sur le fait que les gens consomment peu ces aliments-là. Donc en conclusion, des petits changements, se concentrer plutôt sur des changements mineurs mais qui se mettent en place durablement. Essayer de passer, pourquoi pas, par des recettes familières et par la culture alimentaire. Et puis, ça peut être aussi instaurer des moments routiniers. C'est pour ça que je vous proposais l'exemple du petit déjeuner ou l'exemple du goûter, pas des goûter de temps pour les enfants. Ça peut être des moments comme ça ciblés où on introduit des aliments sources de fibres. Donc, 30 grammes de fibres, oui, c'est atteignable, mais ça peut être très très loin pour certains patients. Et notre rôle, ça va bien sûr être d'individualiser, de motiver, d'adapter les conseils. Vous avez vu tous les degrés finalement de possibilités d'augmentation des apports en fibres qu'il peut y avoir. Merci Mélissa, merci à tous pour vos présentations. Donc, je vais débuter avec les questions. Monsieur Le Cerf, il y a une petite question pour vous. Est-il possible de mesurer la santé du microbiote et si oui, comment?
Alors, il y a des techniques qui existent qui sont techniques utilisées en recherche, hein, où on peut avoir un profil de la variété, de la diversité microbienne. On peut aussi faire ce qu'on appelle la métabolomique, c'est-à-dire mesurer dans le sang les différents métabolites issus du métabolisme bactérien. Mais tout ceci est extrêmement difficile à interpréter. Et donc aujourd'hui, les meilleurs spécialistes sur ces questions-là ne conseillent pas le recours à des analyses qui sont vendues dans le commerce pour faire un diagnostic de diversité microbienne ou de statut du microbiote intestinal, parce que l'interprétation est très, très complexe et parfois peut conduire à finalement des choses qui ne sont pas pertinentes. Probablement, ça va progresser. Probablement, on aura la possibilité d'avoir des analyses plus faciles à interpréter, peut-être avec l'intelligence artificielle en quelque temps. Mais aujourd'hui, non. Donc, mesurer la diversité bactérienne, oui, en recherche, non pour l'instant au niveau individuel. Et à part des notions subjectives sur le fait d'avoir un bon transit intestinal, il n'y a pas de moyen euh, autre que celui de dire j'ai une alimentation riche en fibres. Voilà, donc pour l'instant, non. Du coup, tant que je suis avec vous, les recommandations sont de 75 grammes de fibres au Danemark. Quel est l'impact sur le surpoids et l'obésité? Alors, 75 grammes de fibres au Danemark, j'ai entendu ça tout à l'heure, ça m'a un peu surpris. Je me demande si c'est vraiment, Pascal, est-ce que c'est vraiment ça le chiffre qui a été donné, ou est-ce que c'est 75 grammes, je ne sais pas moi, de céréales complètes? Là, c'est par jour, oui, non, c'est la recommandation qui est donnée, hein, mais du coup, en niveau de consommation, au Danemark, ils ont un niveau qui, par rapport à nous, enfin, c'est sur les céréales complètes, hein, c'est pas les Ah, fibres. voilà, Hein, c'est 75 c'était grammes de céréales 75 grammes complètes, par jour de fibres, de, hein, de de céréales céréales complètes. complètes. Donc, céréales C'est pas complètes, 75 grammes de non, fibres. non, c'est pas sur les fibres. Oui, oui. Alors, effectivement, il y a des pays, il y a des pays où, en Afrique, par exemple, autrefois, du temps de Burkitt, hein, dans les années 50-60, on consommait jusque 60 ou 80 grammes de fibres par jour. C'est absolument considérable. Et dans ce cas-là, bon, les effets positifs existent, mais les effets également négatifs pourraient arriver, notamment sur la biodisponibilité des minéraux. Donc, je pense qu'il faut en rester à nos recommandations actuelles, c'est-à-dire au moins 30 grammes. Mm. Merci. Mélissa, du coup, y a-t-il un problème à consommer des lentilles 2 fois par jour, tous les jours, au vu des recommandations? Et j'enchaîne avec, pour regrouper plusieurs questions, quelles sont les fréquences de consommation des légumineuses et céréales complètes? Et quels seraient les paliers pour arriver à ces recommandations? Alors, est-ce qu'il y a un problème à consommer des lentilles tous les jours? C'est ça la Oui, deux question? fois par jour, tous les Deux jours. fois par jour, tous les jours. Alors, si le patient le tolère, pourquoi pas? Après, la question que ça va poser, c'est la question de de la variété de l'alimentation. Finalement, on a dit que tous les aliments apportaient des sources de fibres différentes. Donc, bien sûr que les légumes secs sont intéressants, bien sûr que les lentilles sont intéressantes, mais voilà, c'est plus finalement un manque de diversité de l'alimentation dans ce cas-là. Après, au niveau des recommandations, alors les recommandations actuelles du PNNS sont de 2 portions de légumes secs par semaine et d'intégrer au moins une fois par jour un aliment issu de céréales complètes, en forme de pain ou de céréales. Après, comment est-ce qu'on gradue? Ben, c'est de voir d'où est-ce qu'on part. Euh, si on prend l'exemple sur le plus bas, quelqu'un qui consomme jamais de légumes secs et quelqu'un qui consomme jamais d'aliments complets, alors, première question finalement qu'on me pose avec le patient, c'est vers quoi il a envie d'aller. Peut-être qu'il y a des patients pour qui les aliments complets, soit parce que ça leur plaît pas, soit parce que l'accessibilité n'est pas possible, peu importe les raisons, bah, ils auront du mal à aller vers ça. Donc à ce moment-là, on ira plutôt vers les légumes secs ou inversement en fonction des possibilités du patient. Après, il n'y a pas de graduation particulière. Je dirais qu'il faut avoir du bon sens. On peut commencer
déjà sur peut-être sur un repas, sur certaines consommations. Je prenais l'exemple du pain. Voilà, on peut y aller de manière progressive. Est-ce que la technique du broyage pour, par exemple, les smoothies réduisent ou enlève les propriétés des fibres? Oui, puisque du coup, ça va, mince, le broyage mécanique lié au mixeur va effectivement casser les chaînes de fibres, donc il y a une partie des propriétés qui sont diminuées. Et Alors, du coup, elles sont toujours là, contrairement aux extracteurs de jus. Ce principe des extracteurs de jus, c'est d'extraire le jus et de ne plus avoir de matière solide. Dans le smoothie, si tu gardes le fruit ou le légume entier, effectivement, il y aura toujours les fibres, mais les propriétés seront amoindries. et du coup, concernant les céréales complètes et la richesse éventuelle en pesticides, serait-il plus adapté de partir sur du bio? Et tant que je suis sur un peu la thématique, que penser de la levure de bière, levure de malt ou d'orge en termes d'apport en fibres? Alors, C'est est-ce que toujours vous... pour moi comme Euh, question. pour Non, vous ouais. ou pour Monsieur Le Oui, Cerf, si voilà, c'est je vais répondre sur le bio, les céréales complètes. Autrefois, on utilisait pour conserver les céréales des pesticides après récolte. Ça n'est plus réalisé depuis qu'on utilise le froid. En ce qui concerne les pesticides avant récolte, il y a des règles qui sont respectées par les bonnes pratiques agricoles, de sorte que quand on regarde les résidus de pesticides dans les céréales telles que consommées aujourd'hui en France, on est pour 98% en dessous des limites maximales de résidus. Donc on peut consommer du bio, ce qui est plutôt une bonne chose en termes d'environnement, mais en termes de santé, il n'y a pas d'effet qui soit significatif pour la santé humaine des consommateurs. Maintenant, pour la santé des personnes exposées directement parce qu'elles habitent à côté ou vivent, travaillent dans les champs, c'est une autre question. Donc, sur le pain complet, je pense qu'il ne faut pas avoir cette inquiétude parce que au plus on donne d'inquiétude, au plus les gens disent, ah ben, puisque j'ai pas de pain bio, puisque le pain bio est plus cher, je ne vais pas en consommer. Et donc, c'est un effet pervers du discours un peu alarmiste qu'on peut entendre là-dessus. Ce qui ne veut pas dire que le bio n'est pas à encourager, comme je le disais, pour les aspects environnementaux. du coup, que penser des probiotiques des laboratoires et de la supplémentation également en fibres chez des patients, là en l'occurrence dialysés par exemple, avec une restriction en potassium? Est-ce qu'il y a un avis sur les probiotiques des laboratoires? Est-ce qu'il Alors, y a... moi, je vais répondre sur les probiotiques des Mhm. laboratoires, hein. Donc, effectivement, tout à l'heure, on parlait des analyses de microbiote. Très souvent, derrière, il y aura une prescription de probiotiques par les firmes qui sont en lien avec ceux qui font les analyses. Donc là, c'est quelque chose qui reste quand même très, très empirique et on ne va pas aller là-dessus. Par contre, les probiotiques n'ont pas d'effet indésirable sur la santé, donc on peut tout à fait les utiliser. Dans certains cas, il y a des effets positifs. Le probiotique le plus intéressant et le plus accessible reste les laits fermentés, c'est-à-dire le kéfir de lait ou les yaourts, que ce soit du lait de vache ou du lait de brebis ou du lait de chamelle ou du lait de chèvre, peu importe. Pour ce qui est des prébiotiques, ils peuvent être bien sûr aussi l'objet de prescriptions particulières dans certains cas, mais les prébiotiques les plus accessibles sont directement présents dans notre alimentation, donc il n'est pas nécessaire d'aller les chercher dans l'immense majorité des cas. Merci. Madame est belle. Concernant le végétalisme, y a-t-il une tendance plus pour les garçons, les filles, ou les études n'ont pas démontré de lien? Alors tout à l'heure, on le voyait dans les chiffres. Déjà, en effet, chez les adolescents, ce qu'on voit, c'est que les substituts végétaux, hein, il y a vraiment une croissance du côté plutôt des enfants que du côté des adultes. Et ensuite, quand on regarde les régimes végétaliens, végétariens, en effet, il y a une différence homme-femme. C'est un peu plus les femmes qui vont aller vers des régimes végétariens.
Et en niveau de consommation, bien sûr, hein, ça a vraiment été démontré. Je crois que c'est le produit où il y a le plus gros écart de consommation entre les hommes et les femmes. Ce sont les produits carnés, c'est-à-dire en premier la charcuterie, où il y a un écart énorme. Et le deuxième, c'est la viande rouge, où les hommes consomment beaucoup plus de viande rouge que les femmes. Merci. Mélissa, du coup, quels seraient les conseils que vous pourriez donner quand les patients indiquent consommer des légumes, mais uniquement de la soupe ou des salades? C'est un Quels bon seraient début les... déjà. Euh, on peut, alors, les légumes sont une source de fibres, mais on peut aller aussi essayer d'aller vers d'autres aliments, sources de fibres, donc voir avec ce patient-là qu'est-ce qui est accessible, peut-être en termes de fruits, peut-être voilà, en termes de légumes secs ou autres. Et puis, après, c'est la technique des petits pas, c'est-à-dire peut-être se dire que on peut, dans l'assiette, en faisant des pâtes, ajouter des légumes. Souvent, en fait, on se rend compte que l'alimentation, il y a aussi beaucoup d'automatisme. On mange ça parce qu'en fait, ben, voilà, c'est ce qu'on fait un peu tout le temps. Et donc, des fois, le temps de la consultation, casser ces automatismes-là, ça peut être une aide. Ce qui fonctionne, alors ce qui fonctionne pas chez tous les patients, mais ce qui fonctionne, c'est d'anticiper. Madame Ebel le disait, hein, c'est sûr que ça prend du temps de préparer des légumes, de découper. Alors oui, on peut utiliser des surgelés, il y a des alternatives qui existent. Mais chez les patients qui anticipent un petit peu sur quelques jours à l'avance, c'est quand même une aide supplémentaire. Du coup, tout à l'heure, on a posé la question, mais comme on a été coupé avec d'autres interventions, il a été demandé, du coup, quelle était la réflexion sur la levure de bière et la levure de malt et d'orge. Euh, s- Je, je suis allée chercher la composition, donc on est à 22 grammes de fibres pour 100 grammes. Alors on ne consomme pas 100 grammes de levure. Donc finalement, si on est sur une portion de 10 grammes qui est quand même déjà beaucoup, parce que c'est quand même assez volumineux. Donc même si on en met une cuillère à café, ça doit représenter 1 gramme ou 2. Ça va représenter 0,5 grammes de fibres. C'est toujours ça, mais je pense que ramener à la portion réelle consommée, c'est quand même peu important. Et les graines de chia doivent-elles être obligatoirement réhydratées? Est-ce que vous l'avez indiqué dans votre présentation? Mais pour qu'on puisse absorber une partie de leurs nutriments, quand on les prend en fait comme ça crus, en fait notre mastication ne permet pas de les casser et après elles sont quasiment enfin, restées intactes tout le long de la digestion. C'est le même principe pour Merci. les graines de lin. Oui, c'est préférable de donner le chia ou les graines de lin finalement aux animaux, puisque eux, ils vont pouvoir vraiment avoir une bonne biodisponibilité de tous les nutriments, en particulier les acides gras. Ce sont deux graines qui sont riches en acides alpha-linoléniques, et les animaux vont bien les métaboliser, et c'est comme ça que on peut enrichir la chair des lapins et des poules avec des graines de chia et de lin qui vont permettre qu'on puisse nous ensuite les incorporer. Donc, faire attention parce que on voit parfois des gens qui se mettent à manger tellement de graines que, ils ont des inconforts digestifs. On n'est pas des granivores. Donc, on est des omnivores. Il faut faire très attention à ne pas non plus tomber dans un excès d'utilisation de graines. Manger des légumes secs, manger des céréales complètes, manger des fruits, manger des légumes, tout ça c'est bien, mais manger plein de graines, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment une bonne solution. Merci. Et du coup, monsieur Le Cerf, dans les fibres, qu'elles soient crues, cuites, ont-elles les mêmes effets bénéfiques? Oui, oui, il n'y a pas de problème, hein. Les fibres peuvent être cuites. Et d'ailleurs, un très grand nombre des fibres que nous mangeons sont issues d'aliments cuits. Donc, il n'y a pas de problème, hein. La cuisson ne modifie pas, vous l'avez dit tout à l'heure, Mélissa, très justement, ne modifie pas la nature et l'effet des fibres. Donc, voilà, ça fait partie des façons tout à fait bonnes de consommer des fibres. Alors, moi, je pense qu'il faut qu'on fasse attention, si vous voulez. Euh, on est quand même passé à une époque où tout ce qui était complet, tout ça n'était pas très bon. On voit encore un peu un résidu de ça
Les gens mangent encore beaucoup de pain blanc. On voit maintenant aussi des jus de fruits sans pulpe. Tout ça n'est pas bon. Moi, j'ai envie de dire, quand je vais chez mon boulanger, euh, est-ce que vous avez du pain normal ou du pain... alors, la boulangère me dit, mais le pain normal, c'est quoi? Le pain normal, c'est le pain complet. Mais là, le pain que vous me donnez, c'est un pain appauvri. Donc, en fait, finalement, on a un peu inversé les valeurs. Et je crois que ça aussi, ça fait partie des bons discours. Si on pouvait avoir des discours qui marquent l'esprit, ça serait bien. Et par exemple, le mot féculent me semble un très mauvais mot pour faire la promotion des aliments végétaux et des aliments riches en fibres. Parce que les féculents, d'abord, je ne sais pas ce que c'est flou. C'est la farine, c'est quoi? C'est des pâtes, c'est du riz, c'est des pommes de terre, ça n'a rien à voir. Et puis, ça sonne pas de façon très positive. Donc, il faut avoir un discours beaucoup plus positif sur les effets santé, sur la diversité, sur le côté négatif d'appauvrir les aliments. Voilà, il me semble qu'il y a des efforts à faire de ce côté-là. Donc même en cas de sensibilité particulière, on n'est pas forcément obligé de conseiller des fibres cuites obligatoirement. Ah non, 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 non. Après, bien sûr, le diététicien va s'adapter à l'expérience de chaque personne, à la sensibilité de chaque personne. Et effectivement, pour certaines personnes qui ont un syndrome de l'intestin irritable, on sera prudent. On va conseiller plutôt au début des aliments qui seront cuits et puis ensuite un peu plus de crus. Là, il y a une sensibilité individuelle qu'il faut respecter. Ok. Il faut faire Très bien. attention à ça. Nous avons fait le tour a priori de toutes les questions. Donc, merci à tous pour votre présence et merci aux intervenants pour vos présentations. Je vous souhaite une agréable après-midi et au plaisir de vous retrouver pour un prochain webinaire. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.